Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur Radio Pluriel notre invité journaliste et écrivain, spécialiste de l'Amérique latine et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Il a sorti récemment d'ailleurs un nouveau livre, une enquête de 700 pages, Les enfants cachés du général Pinochet, précis de coups d'État modernes et hautes tentatives de déstabilisation. Maurice Lemoine, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans les échos d'Amérique latine, bienvenido. On va revenir sur l'actualité du Brésil, Maurice Lemoine, puisque le dimanche 17 avril, les députés ont voté la démission de Dilma Rousseff, la présidente. Elle a désormais jusqu'à la mi-mai pour convaincre les sénateurs indécis de voter contre sa destitution. Alors, juste pour préciser, si le Sénat décide d'écarter Dilma Rousseff du pouvoir pour 180 jours, ils finiront par voter sa destitution et c'est Michel Temer qui prendra la tête du Brésil jusqu'en 2018. Alors, chez les soutiens de la présidente au PT, Parti des travailleurs, on crie au coup d'État. Maurice Lemoine, comment peut-on en venir à parler de coup d'État au sens figuré, bien sûr, sachant que la procédure de destitution de Dilma Rousseff est prévue dans la Constitution brésilienne? C'est pas au sens figuré en réalité, c'est parce que très souvent, pour les gens qui s'intéressent à l'Amérique latine ou qui s'y intéressent de loin, quand on parle de coup d'État, on pense évidemment immédiatement à un coup d'État militaire. C'est-à-dire on fait référence au coup d'État de Pinochet au Chili en 73, coup d'État en Argentine, au Brésil, au Paraguay, au Brésil en 64. Mais en réalité, un coup d'État n'est pas forcément un coup d'État militaire. Il y a un coup d'État à partir du moment où l'un des pouvoirs constitués en déplace un autre d'une façon ouverte ou dissimulée. Et de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des troupes dans les rues, qu'il y ait des interventions militaires, qu'il y ait des prisonniers dans les camps, qu'il y ait des massacres de militants pour qu'il y ait un coup d'État. Et de mon point de vue, il y a effectivement en ce moment en cours au Brésil un coup d'État qu'on pourrait appeler juridico-politique. C'est-à-dire qu'en réalité, la procédure de destitution est effectivement prévue dans la Constitution brésilienne, mais elle est appliquée dans des conditions qui précisément n'impliquent pas la destitution de la présidente. C'est vrai qu'on sait que le Brésil connaît une crise socio-économique, politique, morale, avec des scandales de corruption qui sont apparus. Mais en même temps, l'accusation qui est faite contre Dilma Rousseff, en aucun cas, d'après un certain nombre de juristes, alors évidemment il y a controverse, ne peut amener à une destitution. En même temps, on parle beaucoup d'oligarchie conservatrice en Amérique latine. Peut-être un peu plus, ça vient en Europe de plus en plus. Alors c'est un mot qu'on emploie beaucoup là-bas en Amérique latine et au Brésil, elle est loin du pouvoir depuis 16 ans, depuis les années Lula, Parti des travailleurs. Maurice Lemoine, est-ce que l'oligarchie pourrait manipuler ou utiliser les ficelles de la démocratie pour faire tomber la gauche? Alors c'est exactement ce qui est en train de se passer, mais avec une petite nuance par rapport à la manière dont vous avez présenté les choses. C'est-à-dire qu'en réalité, contrairement à ce qu'on a souvent cru, parce qu'on a suivi assez loin, le Parti des travailleurs n'a jamais eu la majorité au Brésil. C'est-à-dire que si l'on peut faire un reproche, au-delà des affaires de corruption qui sont évidemment condamnables, mais si l'on peut faire un reproche, et en particulier à Lula, qui a été le premier président du PT au Brésil, c'est de ne pas avoir réformé la Constitution. Parce que la constitution brésilienne fait que ce pays est quasiment ingérable dans la mesure où les pouvoirs locaux, les pouvoirs dans les États sont extrêmement puissants et que donc il est quasiment impossible à un président qui est élu démocratiquement d'obtenir une majorité. De sorte que le Parti des travailleurs, depuis la première élection de Lula, a été obligé de passer des alliances avec tout un tas de partis
et ce qui explique entre autres les affaires de corruption, parce qu'il faut arroser les gens. Voilà, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et en particulier avec le parti qui aujourd'hui est en train de se retourner contre Dilma Rousseff, qui est le PMDB, Parti du Mouvement démocratique brésilien, qui est un parti qui, depuis le retour de la démocratie, n'a jamais été capable de faire élire à la présidence l'un des siens, mais qui en même temps est extrêmement présent dans les États. Alors il a eu deux présidents en réalité, mais ça a été tout à fait fortuite. C'est lorsque le président Tancredo Neves est mort en 1985, donc il a été remplacé par son vice-président José Sarney du PMDB, et puis le vice-président, là encore, Itamar Franco, lors de la destitution de Collor de Mello en 92. C'est les deux seuls cas où le PMDB a eu des présidents à eux, donc ils n'ont pas été élus. Mais le PMDB est présent dans tous les gouvernements depuis 1985, y compris celui de Enrique Fernando Cardoso, le néolibéral qui était avant Lula. Et en réalité, le PMDB agit comme un coucou. Vous savez, cet oiseau qui va dans le nid des autres, qui met ses œufs, qui fait élever ses oisillons, et puis qui, au moment où il estime opportun, se retourne contre ses alliés. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque les deux principaux protagonistes de la tentative de destitution de Dilma Rousseff sont le président de l'Assemblée nationale du PMDB, je suis en train de chercher son prénom, Cunha. Monsieur Cunha, oui, je sais. Eduardo Cunha, et voilà. Le vice-président du PMDB, Michel Temer, qui sera effectivement président si Dilma est destitué. Alors justement, en plus, il y a des éléments troublants, puisqu'on vient d'apprendre que M. Cunha, il est cité dans une multitude de scandales, notamment dans les Panama Papers, depuis quelques jours. Et Michel Temer, justement, qui devrait succéder à Dilma Rousseff s'il y a confirmation de destitution, est considéré comme un traître, du coup, par les militants du Parti des Travailleurs. Il est considéré comme un traître, mais il est lui aussi sous le coup de poursuites de la justice pour des problèmes de corruption, et en particulier liés à l'affaire Petrobras. Si l'on prend l'affaire Petrobras, eh bien, personne ne va dire que c'est bien. Il y a des problèmes à régler en matière de corruption. L'un des premiers problèmes d'ailleurs à régler, c'est le fait qu'il n'y a pas au Brésil de législation sur le financement des partis politiques. Donc là, on est dans une situation qu'on a connue en France, dans la mesure où il n'y a pas de législation, les partis se financent dans des affaires comme celle Petrobras, où il y a eu des appels d'offres avec les entreprises, et puis qui sont surfacturés, et puis l'argent part dans les partis. Mais en réalité, là où on peut effectivement parler de la manière non correcte dont se déroulent les choses, c'est que tous les partis politiques sont impliqués dans l'affaire Petrobras. Or, la justice, avec le petit juge Moreau, ne s'acharne que sur le Parti des Travailleurs. C'est là effectivement qu'il y a un vrai problème, parce qu'on le voit, y compris l'ancien président Cardoso est impliqué dans l'affaire Petrobras, Temer est impliqué dans des... alors Cunha, on a découvert, la Cour des comptes a découvert qu'il a 5 millions de dollars sur des comptes en Suisse, donc c'est pas rien. Oui. Mais là, effectivement, l'opération, c'est sur le Parti des Travailleurs, sur Dilma pour la destituer, mais aussi sur l'ancien président Lula, de manière à le disqualifier, parce que Lula peut se représenter en 2018 à l'élection présidentielle. Tout à fait. Or, au-delà de ces affaires qui sont extrêmement déplaisantes, qui nécessite d'être traité, Lula est encore un homme politique très populaire au Brésil, et donc il s'agit de casser son image. Et là, c'est mardi dernier, il y a à nouveau un juge fédéral qui a relancé une série de procédures contre lui. Tout à fait. Alors je vous propose de faire une toute petite pause musicale, et on revient tout de suite dans les échos d'Amérique latine. Hasta pronto. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Échos d'Amérique latine, c'est maintenant. On revient sur les échos d'Amérique latine aujourd'hui avec Maurice Lemoine, spécialiste de l'Amérique latine, journaliste et écrivain et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Maurice Lemoine, justement, on s'était arrêté sur le sujet de Lula. Est-ce qu'il y a derrière tout ça peut-être aussi, est-ce que ça cache une tentative d'empêcher Lula de se représenter plus tard au gouvernement brésilien? Bien sûr, il s'agit de le casser. Je veux dire, les deux mandats de Lula ont été... Alors c'est le grand paradoxe brésilien, et d'ailleurs ça explique l'une des raisons de la crise actuelle. C'est qu'en réalité, Lula
a passé un pacte avec ce qu'on peut appeler les classes dominantes, c'est-à-dire que les principaux bénéficiaires de ces deux mandats ont été à la fois les plus riches et les plus pauvres. Et oui. On était dans une période de bonanza économique, comme on dit en Amérique latine. L'argent rentrait du fait de la surchauffe de la Chine. Et c'est ce pacte qui est remis en cause aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec la crise économique, il y a évidemment beaucoup moins de rentrée d'argent au Brésil. Et donc les classes dominantes n'ont absolument plus aucune envie de partager. De la droite, le retour de la droite en Argentine avec l'élection aussi en décembre du président Mauricio Macri. Et donc là, évidemment, pour la droite continentale, faire tomber le Brésil, ça remettrait en cause, ça mettrait en échec toute la stratégie qui a été menée depuis 15 ans de gouvernements progressistes, chacun dans son contexte, dans son pays, à des degrés divers, et également la politique d'intégration de l'Amérique latine, à travers l'Union des Nations Sud-Américaines, la communauté des États latino-américains Caraïbes. Et donc, évidemment, faire tomber le Brésil, c'est pour la droite un enjeu extrêmement important. Alors, on va essayer de migrer un peu plus au nord, donc plutôt vers l'Amérique centrale. Il y a des événements dont on n'a pas beaucoup parlé en France. Manuel Zelaya en Honduras ou Fernando Lugo au Paraguay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé il y a quelque temps sur ces deux cas, par exemple, en Honduras et au Paraguay? C'est évidemment très intéressant parce que ça a un air de déjà-vu, y compris quand on regarde la crise brésilienne, et c'est ce qui amène à pouvoir affirmer, comme je le fais, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, qu'il y a en ce moment en cours un coup d'État. C'est que, effectivement, le Honduras et le Paraguay ont été deux précédents dans lesquels ont eu lieu des coups d'État qui ont à peu près les mêmes configurations, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des coups d'État institutionnels. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas l'armée dans la rue, on n'a pas... alors, le premier, ça a été le Honduras, et c'est un peu comme le Brésil. Ce sont les alliés des présidents au pouvoir, au Honduras et en 2009 et au Paraguay en 2012. Ce sont les alliés, ce sont les amis qui se retournent d'un seul coup contre le président élu. Alors au Honduras, la félonie, si on peut appeler ça comme ça, s'est passée au sein du Parti libéral, dont était issu le président. En 2009, c'est ça, en 2009. Et le traître de service, c'est-à-dire le Temer ou le Cunha hondurien, s'appelait Roberto Micheletti, et c'était un grand ami du président Zelaya, et il était lui le président de l'Assemblée nationale. Et il se trouve que lorsque Zelaya, qui a été élu en 2005-2006, si je ne me trompe pas, a commencé à avoir une politique de rapprochement, par exemple, avec le Venezuela de Chavez ou avec Cuba, lorsque Zelaya a augmenté le salaire minimum, lorsque Zelaya a voulu organiser une consultation populaire pour demander aux Honduriens s'ils souhaitaient convoquer une Assemblée nationale constituante, l'élite traditionnelle, oligarchique, Zelaya faisait partie de l'aile progressiste du Parti libéral, s'est inquiétée. Et donc là, on a monté toute une affaire que je ne vais pas détailler ici parce que ça serait trop long de rentrer dans le détail technique, mais c'est important. C'est important, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise des méthodes juridiquement compliquées de manière à embrouiller les observateurs. Vous voyez, là, par exemple, sur le cas de Honduras, je vous le dis d'emblée, je ne peux pas vous raconter ça en 20 secondes. Voilà. Oui, bien sûr. On embrouille les observateurs. Et Zelaya, on a argué du fait qu'il allait violer la Constitution, ce qui était faux. Ce qui était, alors là, pour le coup, dans le bouquin que vous avez cité tout à l'heure, Les enfants cachés du général Pinochet, je raconte tout ça, et je montre très clairement que c'était faux. Mais on a donc prétendu que Zelaya voulait violer la Constitution, et on l'a destitué dans des conditions absolument ahurissantes, puisqu'il a été enlevé par un commando militaire qui l'a expédié en pyjama au Costa Rica. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui a lu une fausse lettre de démission devant l'Assemblée nationale et qui a été désigné par ses petits camarades de coup d'État, nouveau chef de l'État. Bon. Et le Paraguay, c'est la même affaire quasiment. C'est 3 ans plus tard, où on a un président qui est un président en 2012. atypique au Paraguay. Il faut rappeler que le Paraguay a connu pendant 60 ans le même parti au pouvoir, le Parti Colorado, dont 35 ans de dictature de Stroessner. C'est un parti qui était systématiquement vainqueur, avec un parti d'opposition de droite également, qui s'appelait le Parti libéral radical authentique, Parti libéral, qui n'avait jamais réussi à gagner les élections. Et puis survient l'ancien évêque des pauvres, un évêque, théologie de la libération, qui est très populaire dans le pays. Et donc le Parti libéral décide de s'allier avec Lugo pour lui permettre d'arriver au pouvoir, pour arriver au pouvoir ensemble, et enfin, au bout de 60 ans, battre le Parti Colorado.
Et c'est effectivement ce qui se passe. Et une fois le président Fernando Lugo au pouvoir, son vice-président Federico Franco, donc le Michel Temer brésilien, se retourne contre Zelaya et va là encore, de la même manière Contre Lugo. En 2012, monter une opération complètement bidon pour expliquer que Zelaya a violé la Constitution et donc pour le destituer dans des conditions assez ahurisantes, puisque d'après la Constitution, d'après l'article 225 de la Constitution, il aurait dû disposer de 5 jours pour organiser sa défense, et il a été destitué au terme d'un jugement politique, ce qui est en train de se passer au Brésil en 24 heures. Après, il y a eu d'autres tentatives de coup d'État en Amérique latine. Ça, c'est celles qu'on peut appeler les coups d'État institutionnels. C'est-à-dire qu'on enrobe ça avec de la confiture pour faire croire, pour arriver à persuader la communauté internationale qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Après, il y a eu des méthodes plus brutales. Il y a eu une coup d'État contre Hugo Chavez au Venezuela le 11 avril 2002. Il y a eu une tentative de déstabilisation du Venezuela en décembre 2002, janvier 2003. Il y a actuellement en cours une tentative de déstabilisation du Venezuela. Il y a eu une tentative de déstabilisation d'Evo Morales en Bolivie en septembre 2008, qui a raté, qui a échoué. Il y a eu une tentative de renversement de Rafael Correa le 30 septembre 2010, qui a échoué également dans des conditions très compliquées. Donc, en réalité, depuis l'arrivée au pouvoir des différentes gauches en Amérique latine, la lutte des secteurs conservateurs de droite et d'extrême droite n'a jamais cessé pour tenter d'en finir avec cette gauche qui ce qu'il faut quand même rappeler, au-delà des réserves qu'on peut émettre ou des critiques qui sont tout à fait légitimes, l'ensemble de ces gouvernements depuis la fin des années 90, si on prend le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay, le Brésil avec Lula, etc., ont sorti 56 millions de personnes de la pauvreté. Alors, c'est vrai que les derniers coups d'État que vous avez cités étaient quand même plus médiatisés et peut-être plus connus du public aujourd'hui. Alors, on va faire une dernière petite pause musicale et on revient tout de suite sur Écho d'Amérique latine. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr. Écho d'Amérique latine, un regard pluriel sur l'actualité d'Amérique latine. Et on revient pour cette dernière partie avec Maurice Lemoine. Dernière et petite partie parce que on a déjà pas mal gratté sur le départ. Votre livre, Maurice Lemoine, Les enfants cachés du général Pinochet, précis de coups d'État moderne et haute tentative de déstabilisation. Qui sont ces enfants cachés exactement ? Ce sont précisément les Eduardo Cunha, les Michel Temer, les Roberto Micheletti, les Federico Franco qui, dans tous les pays d'Amérique latine, réussissent des coups d'État, mais dans des conditions qui permettent d'éviter un parallèle avec ce qu'ont été les coups d'État des années 60-70, qui étaient extrêmement violents. Je rappelle que l'Argentine, ça a été 30 000 morts et disparus, le Chili, c'est 3 000 morts, des dizaines de milliers de Chiliens exilés, etc. Donc ce sont les enfants cachés de Pinochet. Mais le but du jeu, c'est toujours le même. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait un parallèle entre ce qui se passe en ce moment au Venezuela, vous avez forcément entendu parler des pénuries, des gens qui font la queue, il n'y a plus rien. Bien sûr. Pour ceux qui connaissent l'histoire, très difficile. C'est exactement ce qui s'est passé au Chili en 71, 72, 73, avant le coup d'État contre Salvador Allende. On a oublié les méthodes. Mais c'est exactement la même. C'est-à-dire que Richard Nixon avait donné l'ordre à l'époque to make the economy scream, faites crier l'économie. C'est exactement ce qui se passe en ce moment au Venezuela. Sauf qu'effectivement, on ne pense pas à faire le parallèle parce qu'il n'y a pas un Pinochet derrière avec ses lunettes noires, son uniforme, sa casquette. Voilà, donc le treillis et les armes se sont transformées en institutions, on va dire, peut-être plus... Voilà, et parce qu'en Amérique latine, c'est difficile de procéder de cette manière-là. Aujourd'hui, dans d'autres parties du monde, on peut encore le faire. En Amérique latine, c'est plus compliqué, d'autant que tous ces présidents ont été élus démocratiquement. Et donc, il faut trouver des méthodes beaucoup plus sophistiquées. Mais en réalité, il y a coup d'État, j'ai dit, à partir du moment où un pouvoir public en déplace un autre d'une manière ouverte ou dissimulée. Alors justement, par rapport à nos auditeurs, ce livre, Les enfants cachés du général Pinochet, il s'adresse aux experts de la politique américo-latine ou aux néophytes, tout simplement. À qui s'adressent exactement vos propos, Maurice Lemoine ? Alors normalement, évidemment, nos amis qui sont passionnés ou qui connaissent ou qui s'intéressent
s'intéressent à l'histoire de l'Amérique latine seront plus à l'aise que les néophytes. Bien sûr. Et le bouquin il s'adresse à tout le monde dans la mesure où je rappelle comment se sont passés les coups d'État des années 60-70 et puis raconte d'une manière, je l'espère, vivante et pas ennuyeuse ce que sont les coups d'État aujourd'hui. Et donc en fait, d'après ce qu'on me dit, parce que moi évidemment je peux pas juger mon bouquin, je vais vous dire qu'il est excellent, mais c'est pas forcément à moi. Ça serait pas très objectif. Ça permet de comprendre les logiques à travers un récit. C'est-à-dire c'est pas un travail d'universitaire, c'est un travail de journaliste. Très bien. Et un journaliste en plus qui a passé je ne sais combien d'années sur place. Non, je suis français, mais je suis très latino dans ma tête. Voilà. C'est un passeport invisible. Je vous remercie Maurice Lemoine d'être passé sur Écho d'Amérique latine, Radio Pluriel, et à très bientôt j'espère. Ok, bye bye. Merci, au revoir. Hasta luego. Radio Pluriel, radio de découverte.